aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo complémentaire parce que comme vous l'avez sûrement vu sur Photoshop et puis Lightroom, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment dans le panel, en fait, ici des retouches. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous montrer que Camera Raw et Lightroom ont le même système pour le développement. À l'époque, les icônes n'étaient plus les mêmes, mais à présent, ça a changé, c'est exactement pareil. Donc je vais vous montrer en fait des comparaisons et puis rapidement comment est-ce qu'on utilise chacun de ces icônes et de ces fonctionnalités. Donc là on les voit ici sur la droite, on est donc ici sur Camera Raw et puis sur Lightroom on les trouve ici. Donc je vais simplement vous montrer les équivalences et puis ensuite également comment faire pour aller sur Camera Raw depuis Photoshop une fois que c'est ouvert. Donc, une fois que vous êtes sur Lightroom, vous avez importé vos photos. Camera Raw, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que, en fait, on va simplement ouvrir un JPEG ou un RAW en double-cliquant dessus, pardon. Et donc, une fois que le RAW JPEG s'ouvre, il va s'ouvrir ici sur Camera Raw. Alors, soit vous pouvez l'ouvrir directement, ou soit vous pouvez faire déjà un premier développement. Donc, c'est en fait similaire à Lightroom, sauf que sur Lightroom, on a les options pour mettre des notes, classer, créer des dossiers, etc. Donc la partie en fait développement de Lightroom, c'est la partie Camera Raw nue, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vraiment totalement équivalent. Et justement à présent, on a vraiment le même style d'icônes, alors qu'il y a quelques mois ou années, les icônes étaient différents et puis parfois on avait de la peine à s'y retrouver de manière similaire. Donc là, je vais vous montrer en fait ces icônes, à quoi ils correspondent. Alors là, on voit qu'il y a ici le développement, réglage de base, courbe, détail, mélangeur de couleurs, color grading, optique, géométrique, effet et étalonnage. Ensuite ici, on aura de quoi recadrer. Ici, de quoi corriger des petits détails. Ici, une grande nouveauté, c'est de pouvoir créer des masques avec tout ce qui est des formes, des dégradés linéaires, dégradés radiales. Donc à l'époque, c'était beaucoup moins précis. Maintenant, on peut vraiment créer des masques, des calques, rajouter et enlever la sélection. Donc ça, c'est beaucoup plus précis qu'il y a un certain temps. Ensuite, ici, l'effet du rouge, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas normalement en photographie animalière. Si on gère bien nos flashs, il n'y a pas de raison qu'on ait des yeux rouges. Quand on utilise des flashs bien sûr. Et puis ici les instantanés et puis les effets prédéfinis, ils sont également sur Lightroom, je vais vous montrer, ils sont juste pas au même endroit. Donc là, on retrouve sur Lightroom de quoi faire le recadrage, avec l'angle aussi, ici le ratio, les angles. Pareil, de quoi corriger, les yeux rouges, et puis de nouveau ici, tout ce qui est masque, sélection de sujet, sélection de ciel, et la sélection avec le pinceau dégradé, etc. Donc il manque l'instantané et puis les options. Donc ça en fait on y retrouve ici sur la gauche. Donc on peut créer un instantané ici. Et puis on peut utiliser les paramètres prédéfinis ici. Donc par exemple quand vous téléchargez des presets Lightroom, ils vont se retrouver ici. Et de la même manière on peut aussi télécharger des presets pour Camera Raw. Ça revient totalement au même. Donc voilà, donc moi je vais vous montrer depuis Camera Raw parce que c'est celui que j'utilise par habitude tout simplement. Donc voilà ici. Je vais donc reprendre tout ce qui est modification. Donc ici on aura pour commencer les réglages de base avec la température, donc plus chaude, plus froide, les teintes, plus dans les verts ou plus dans les magentas. Donc là, quand on ouvre la photo, on va déjà ajuster ces deux choses. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez donner comme rendu général à votre photographie. Je vais juste baisser un petit peu. Voilà. Donc ici, on va rester dans les teintes plutôt froides. J'ai pris une photo d'exemple pour vous montrer rapidement. Nous avons ici l'exposition générale de la photo, tout ce qui est contraste, les tons clairs, de pouvoir les augmenter ou les baisser, les tons foncés, pareil. Et puis ici les blancs. Donc c'est quoi la différence entre les blancs et les tons clairs? C'est que les tons clairs c'est quand même une gamme qui est un peu plus large dans la sélection, alors que les blancs c'est vraiment une toute petite partie. D'ailleurs quand on les bouge ici, les tons clairs, on voit que ça bouge ici, toute cette partie sur la droite. Et puis quand on passe ici sur l'histogramme, on voit ici ton foncé,
exposition générale, les tons clairs et puis les blancs. Donc et là les noirs. Donc vraiment les noirs et les blancs c'est les extrêmes, alors que les tons clairs c'est un petit peu avant. Ensuite au niveau de la texture, donc là je vais zoomer sur le chien. Donc la texture ça va apporter plus de détails, plus de texture au poil, donc ça c'est très utilisé en retouche animalière, vraiment ça donne un aspect très intéressant. Et puis aussi la clarté qu'on peut augmenter. La clarté ça va apporter aussi plus de contraste, donc il faut l'utiliser de manière plus parcimonieuse. La correction du voile, c'est si vous avez un effet de halo avec le soleil qui revient contre votre caméra et que vous avez un voile qui est assez important, on peut le corriger. Donc là si on le corrige on voit que la photo devient plus foncée ou plus claire. Donc on peut aussi l'utiliser de manière créative, cette correction du voile, on n'est pas forcément obligé de l'utiliser que si on a un voile, mais vraiment aussi si on a envie d'ajouter un effet spécifique. Ensuite, la vibrance et la saturation, donc c'est des choses similaires, sauf que la vibrance va moins toucher en fait les tonalités orangées de peau. Donc c'est des choses qui sont un peu plus subtiles. Là vous voyez l'augmentation des couleurs. En saturation, en fait, on va beaucoup plus augmenter la saturation de toutes les couleurs que la vibrance. Ça va être toutes les gammes, sauf les gammes de peau. Donc voilà, ici je vais remettre à 0. Donc là, je vais juste faire un petit peu ma photo rapidement pour que ça ressemble quand même à quelque chose au final. Rajouter un petit peu des contrastes. Ensuite, ici, on trouve la courbe. Alors la courbe, c'est quelque chose d'assez délicat à utiliser. Ça va être très utile si on veut ajouter des contrastes dans notre photo, soit de manière générale ou soit par gamme de couleurs, dans les rouges, les verts et les bleus. Donc par exemple, si je prends ici une courbe générale, généralement, on met des points. Donc on fait une courbe en ce qu'on appelle en S pour apporter en fait du contraste. Et puis ce qui peut être intéressant, c'est ici dans les foncés. Donc ici c'est toutes les zones foncées et ici c'est les zones claires. De pouvoir remonter un petit peu pour vous voyez en fait apporter, comment dire ça, on va déboucher en fait les noirs. Donc ça peut apporter un rendu très intéressant. Ça donne un petit effet vintage aux photos. Donc ça peut être très sympa à appliquer, ça dépend le style que vous faites. Mais voilà, moi en tout cas j'aime bien relever souvent cette option pour qu'il y ait des noirs qui soient pas trop bouchés. Et puis on peut faire pareil dans les gammes de couleurs. Donc maintenant la nouveauté c'est que Adobe a rajouté ici en fait dans quelles couleurs on se trouve. Donc là si on prend la courbe on va partir dans les verts, et là on va partir dans les magentas. Donc ça facilite beaucoup la lecture et l'application. Qu'à l'époque il n'y avait pas ces couleurs qui étaient mises, donc on devait on devait simplement se rappeler quels étaient les opposés, les couleurs et où elles se trouvaient. Donc là pareil ici. Donc là je vais pas trop toucher. Là par exemple les bleus et les jaunes c'est quelque chose qu'on va toucher un peu plus souvent en général pour faire ce qu'on appelle du split toning. Peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est rajouter des bleus dans les ombres et rajouter du jaune dans les hautes lumières. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec d'autres choses comme le color grading que je vais vous montrer après. Donc c'est vrai que les courbes en fait on peut les utiliser mais on peut aussi tout à fait obtenir les mêmes résultats en utilisant d'autres options. Donc par exemple le contraste, on peut tout à fait l'augmenter ici, l'exposition pareil, et puis ensuite tout ce qui est apporter du jaune, de la couleur dans les hautes lumières et une autre couleur dans les tons sombres, on peut ici le faire avec le color grading également. Donc voilà, la courbe, on n'est pas obligé de l'utiliser, c'est quelque chose qui doit se faire avec parcimonie, surtout que à peine on touche un tout petit peu, on voit directement des changements. Donc c'est vraiment à faire quand on maîtrise assez bien. À chaque fois ici, on peut cliquer sur l'œil pour activer ou désactiver le calque. Voilà, vous entendez peut-être mon chat en arrière-plan. Voilà, pour voir ce qu'on a fait. Donc, ensuite, au niveau des détails, on peut toucher ici la netteté. Donc
Donc la netteté, ça peut s'appliquer aussi pour le poil. Attention parce que ici on voit en arrière-plan en fait, ça va nous ajouter du grain. Donc moi, généralement je touche pas trop la netteté, mais justement je vais plutôt utiliser ici la texture, comme je vous ai montré avant. Et puis l'idéal c'est quand même de pouvoir faire une sélection pour ajouter de la texture et de la clarté là où on le souhaite. Donc est-ce que j'en veux sur mon chien et pas en arrière-plan, ou par exemple est-ce que je veux rajouter de la clarté plutôt sur les rushs ou des choses comme ça. Je vais vous montrer après avec cet autre outil. Donc au niveau des détails, moi en l'occurrence je touche pas tellement les choses ici. On peut aussi faire une réduction du bruit. Ça va en fait lisser l'image. Mais ça, il faut faire attention parce que comme on voit ici, ça peut donner un effet un peu faux. Donc après, de nouveau, on peut jouer là-dessus. Hein. Il y a des photographes qui aiment bien justement utiliser ça pour lisser l'arrière-plan. Et ça, je vais vous montrer, il y a plusieurs façons aussi de faire ça. Donc voilà pour les détails. Donc mélangeur de couleurs, le TSL, donc les teintes, saturation, luminance. Donc là, vous pouvez soit cliquer sur l'une des options, ou soit cliquer sur tout pour toutes les avoir. Moi j'aime bien les avoir tout en visuel. Donc la première, donc les teintes ici, c'est simplement au niveau des couleurs, est-ce que on a une teinte qui part plutôt vers le magenta, plutôt vers l'orange, ici l'orange plutôt dans les rouges ou plutôt dans les jaunes, etc. Donc on peut faire varier toutes nos teintes qu'on a ici d'un côté ou de l'autre. Donc là en l'occurrence si je prends les jaunes, on voit ici les jaunes qui sont là-haut, qui peuvent varier. Donc si on n'est pas sûr, on pousse dans les extrêmes pour voir s'il y a un effet ou pas. Donc là les verts, on voit qu'ils sont un petit peu en liseré. Donc moi à chaque fois j'essaye, je regarde quelle gamme de couleurs bouge et puis à quel point je la fais bouger pour arriver dans les tonalités que j'aimerais selon l'ambiance que je veux donner à ma photo. Les magentas en général, on verra ici après en saturation, j'aime bien les enlever, je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà les teintes, une fois qu'on a regardé, on peut aussi ici un outil de réglage ciblé de la teinte. Donc là on peut sélectionner et puis en bougeant le curseur en fait, on bouge d'après la sélection. Donc ça veut dire que par exemple si je clique ici, clac, ça va me sélectionner jaune. Et vous voyez là, sur la droite, mes jaunes, ils vont bouger. Donc ça, c'est très pratique si on ne sait pas quelle est la couleur exactement. Parce que des fois, on a l'impression que c'est du vert, mais Photoshop, enfin Adobe considère ça comme du jaune. Donc c'est très utile ici d'avoir ce petit outil. On clique la couleur qu'on aimerait changer, et puis on bouge le curseur. De gauche à droite, enfin le curseur de la souris en l'occurrence. Donc ça, c'est un petit détail qui est très pratique, je trouve. Ensuite, la saturation, pareil, hein, on peut ici cliquer, par exemple, ici je veux savoir, bon alors là ça va assez clairement que c'est dans les bleus, mais on veut voir, parce que des fois il n'y a pas que du bleu, il peut y avoir justement du turquoise, du violet. Donc là je clique dessus, et puis on va voir les gammes qui bougent. Donc on voit que le bleu bouge beaucoup sur la droite, et le violet un petit peu. Donc ça montre bien qu'il y a plusieurs gammes de couleurs qui sont prises en compte dans ma sélection. Donc là, en l'occurrence, si je reprends ici avec la souris, on voit qu'il y a énormément de bleu dans la photo, ce qui est tout à fait normal. Souvent, alors déjà, il y avait la teinte de base qui était plutôt froide, mais quand on est souvent avec de la neige et dans l'ombre, il y a beaucoup de bleu qui se mettent. Donc là, on va faire, même si on veut une ambiance un peu glaciale, on fait attention qu'il n'y en ait pas non plus trop. Et surtout sur le pelage des animaux, parce que c'est vrai que surtout les chiens blancs vont avoir beaucoup de reflets des couleurs qui l'environnent, donc là c'est des reflets bleus. Mais si vous êtes dans la forêt, le chien blanc va avoir beaucoup de reflets verts sur lui, donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir désaturer. Ensuite, au niveau de la luminance, donc là en fait c'est à quel point la couleur, il y a de la luminosité dans cette couleur. Donc si je reclique ici, voilà, toujours dans les bleus, on peut ajouter plus ou moins de luminosité. Donc en général, c'est plutôt quelque chose d'un tout petit peu plus clair. C'est quelque chose que je touche pas forcément beaucoup, la luminance. Je vais l'utiliser pas mal quand on est dans un environnement avec de l'herbe ou des fougères dans une forêt autre. Là c'est vrai que on va beaucoup utiliser la désaturation du vert
et aussi la luminance du verre qui est abaissée. Donc là, en l'occurrence, sur cette photo, il n'y a pas beaucoup de verre, on voit un tout petit peu ici. Mais voilà, de manière générale, quand on a une photographie avec beaucoup de verre, j'utilise la saturation plus basse et la luminance plus basse dans les verres. Et puis ici, on peut voir les jaunes, est-ce que ça donne un effet intéressant de les augmenter ou pas. Pareil pour la saturation. Voilà, je vais augmenter un petit peu. Tout dépend bien sûr de ce qu'on a comme idée de retouche pour la finalité. Ensuite, on a le color grading. Donc ça, c'est des roues qui ont été mises en place, je sais plus, il y a 1 an et demi peut-être, 2 ans. Et puis donc c'est très utile pour faire ce qu'on appelle le split toning ou rajouter justement des teintes dans les ombres ou dans les hautes lumières. Donc là, en l'occurrence, on voit les 3 roues ensemble. Moi, j'aime bien cliquer ici pour qu'elles soient détaillées. Donc si vous voyez pas tout ce détail, il suffit de cliquer en fait ici sur la petite flèche pour que ça vous ouvre tout le détail ici. Donc là, dans les tons foncés, en général, on va plutôt mettre des bleus. Alors là, il y en a déjà pas mal, mais c'est simplement pour vous montrer. Donc au niveau des teintes, des bleus, en général, j'aime bien aller autour des 216, 217. Ça dépend un peu des photos. Et puis après, voilà, on va mettre la saturation. Donc évidemment, plus on va augmenter cette saturation et plus les ombres, les tons foncés vont être saturés en bleu. Donc voilà, ensuite on peut aussi jouer sur la luminance de ces bleus. Et ensuite ici, dans les tons clairs, on va partir sur des teintes plutôt jaune-orangé. Donc là, ça dépend aussi un petit peu. On regarde, je vais aller peut-être vers 20, je vais déjà voir qu'est-ce que ça donne. Et voir dans la saturation, l'augmenter. Alors là, je me l'augmente fort pour voir l'effet que ça donne, la couleur où j'en suis. Donc la teinte. Voilà, puis je vais baisser un petit peu. Ok. Donc là, si on veut voir ce que ça donne, on clique sur l'œil de nouveau. Ok. Donc ensuite, les tons moyens, on peut aussi les modifier, mais c'est vrai que moi, en l'occurrence, je les touche pas trop. Je préfère travailler sur les tons foncés et tons clairs. Ensuite ici on a l'optique, supprimer l'aberration chromatique, utiliser correcteur de profil. Donc là on peut voir s'il y a une aberration faite par l'objectif. Moi en l'occurrence, là j'avais shooté au 135 mm. Je ne souhaite pas avoir une correction du profil, je préfère la photo comme ça quand il y a la correction. Par contre, les aberrations chromatiques, ça peut être utile. Alors là, il n'y en a pas. Mais une aberration chromatique, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a une photo avec, par exemple, un contre-jour. Et puis, selon les objectifs et la qualité de celui-ci, on voit en fait tout le pourtour du sujet qui est coloré légèrement en magenta. Donc, en cliquant là-dessus, ça nous aide à supprimer ce petit liseré de couleur magenta. Et aussi, je vous disais tout à l'heure avant, dans le mélangeur de couleurs, justement, j'aime bien mettre la saturation des magentas en bas, justement, lorsqu'il y a ce liseré, en fait, ce magenta qui est là, en enlevant la saturation, ça me permet, en fait, de corriger ce problème. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Ensuite, ici, géométrie, on va pas tellement l'utiliser pour la retouche alimanière, mais pour vous montrer, on peut corriger, en fait, de manière manuelle, tout ce qui est horizontal, vertical. Les échelles, le décalage, etc. Moi, c'est quelque chose que j'utilise très peu. On peut aussi le faire de manière automatique s'il y a besoin. Ça peut être utile, imaginons si vous avez un grand immeuble et puis que vous voulez bouger la perspective de cet immeuble ou des lignes de fuite. Là, en l'occurrence, on pourrait utiliser. Mais ça demande, disons, un petit peu d'habitude et puis de savoir vraiment maîtriser cet aspect quand il y a des formes géométriques dans notre image. Donc ce sera plutôt pour des photos urbaines que ça peut être utilisé. Justement, s'il y a des immeubles en arrière-plan du chien puis qu'on a l'impression qu'ils sont tordus par rapport au sujet, on va pouvoir jouer ici avec ces différents paramètres. Donc voilà. Ensuite, on a les effets. Donc là aussi, quand vous ouvrez, peut-être vous avez que ces deux panels qui sont comme ça. N'oubliez pas de cliquer sur les petites flèches pour que ça se développe. Donc là, en l'occurrence, on peut jouer sur le vignettage.
sur la photo. Le problème, c'est que ce vignettage là, il s'applique partout, en haut et en bas. Et en général, c'est pas ce qu'on veut. Je vous montrerai après comment faire un vignettage plus adapté. Et puis le grain, donc là, c'est si on veut rajouter du grain photo. J'ai toujours mon petit œil qui est coché ici. Voilà. Tac. Donc le grain, voilà, ça peut être intéressant sur certaines photos, notamment les photos noir et blanc ou des photos un peu vintage. Et puis on peut aussi choisir la taille du grain et la quantité. Donc voilà, moi je l'utilise de temps en temps, ça dépend justement de nouveau le rendu qu'on veut faire. Mais sur les photos noir et blanc ou légèrement sépia, ça donne un effet qui est assez sympa. Donc voilà pour ces effets. Et puis finalement l'étalonnage. Alors là on travaille sur des couleurs primaires. Donc on peut encore modifier toutes ces teintes ici, on peut encore jouer dessus. Donc là par exemple si je pars dans les bleus, vu qu'il y en a beaucoup dans la photo, on peut encore modifier ces bleus. Les teintes, est-ce qu'elles vont plutôt ici vers un vert, un turquoise, ou plutôt dans les violets, magenta. Donc ça on peut encore changer l'aspect global de notre photo. Également jouer sur la saturation. Pareil pour les verts. Ici il n'y en a pas beaucoup sur la photo, on voit que c'est plus vers le haut. Et puis les rouges ici, il y en a un petit peu mélangé au jaune. Voilà, donc ça apporte encore une légère touche. Alors les changements sont légers, mais ça permet d'ajuster encore un petit peu nos couleurs. Donc voilà pour ici ces premières modifications. Donc il y a déjà pas mal de choses qu'on peut faire. Alors donc là en l'occurrence, bon j'ai mis l'exposition un peu trop fort, les tons clairs, etc. Mais là c'est vraiment pour vous montrer. Tac. Je vais juste baisser quand même un tout petit peu. Voilà. Ensuite, ici on aura le recadrage. Donc là si on fait clic droite, paramètres prédéfinis, on peut choisir est-ce qu'on veut recadrer en carré, 4/5e, 5/7, etc. 16/9. Donc là voilà on peut bouger et recadrer comme on le souhaite, ou réinitialiser. Et puis on peut aussi ici bouger l'angle. Donc si notre photo on a l'impression qu'elle est un petit peu tordue, là on peut la redresser légèrement. On peut aussi utiliser ici la règle de redressement. Donc c'est simplement qu'on va cliquer d'un point à un autre point. Et puis en fait Photoshop va s'adapter pour se mettre droit par rapport au point qu'on a sélectionné. Ce qui peut être vraiment très utile justement si on n'est pas sûr d'être droit par rapport à l'horizon ou autre. Ok, donc ensuite, on arrive ici aux fameux outils. Donc à l'époque, tous ces outils sur Camera Raw, on les trouvait sur cette rangée-là. Peut-être vous avez connu cette version. Et là, en fait, tout a été regroupé ici en créant un masque. Donc à présent, on peut sélectionner un sujet. Donc simplement en cliquant dessus, là, Photoshop reconnaît le sujet et me crée automatiquement un masque ici. Et puis on voit en cliquant ici quel est mon sujet qui a été sélectionné. Et on peut également ajouter maintenant d'autres masques. Donc ici, si je crée un nouveau masque, à chaque fois il va me proposer sélectionner un sujet, sélectionner le ciel, créer une forme. Donc la forme c'est simplement nous qui peignons avec le pinceau la sélection qu'on veut faire. Ici on a le dégradé linéaire, donc c'est un dégradé qui va en fait ici de cette manière, qu'on peut bouger à gauche à droite, qu'on peut incliner aussi. Et puis ici à chaque fois, l'intérêt en fait avec la nouveauté, c'est qu'il y ait cette partie ici de masque qu'on voit. À l'époque, il fallait vraiment qu'on clique sur l'œil pour qu'on voie ce qui avait été sélectionné. Là, on voit clairement quels sont les masques. Et puis à chaque fois, Photoshop, Adobe nous montre en fait qu'est-ce qui a été sélectionné. Et là, à cette sélection, on peut encore la modifier. Par exemple, si j'aimerais ajouter ici un effet, donc là je prends par exemple, je vais monter l'exposition. Mais j'aimerais que cette exposition, elle ne soit pas appliquée partout. Ici, par exemple, c'est trop. Donc là, je vais cliquer sur soustraire.
Et avec une forme, je vais pouvoir peindre ici où je le soustraire. Donc la forme, on peut bouger la taille, le contour progressif, le flux, la densité. Donc le flux, la densité, c'est à quel point mon pinceau s'applique. Si on est à 100, c'est que ça s'applique à 100%. À 50, ça va être à 50%. Je dis ça, c'est expliqué de manière raccourcie, hein, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais pour que vous compreniez. Le contour progressif, c'est à quel point les bords sont doux, larges ou très serrés. Là, vous voyez, autour de mon cercle, les bords sont très serrés. Et si je mets ici, on a beaucoup plus d'espace. Donc en général, moi, j'aime bien avoir un contour progressif quand même assez important. Et puis là, la taille, je vais pouvoir en fait peindre ici, voilà, où j'aimerais enlever. Donc là, on voit ici que ça a apporté une modification. Donc là, le flux n'étant pas à 100%. Là, on voit que ça a complètement enlevé l'effet. Là, on voit qu'on a comme si on avait peint en noir. Et puis, si on veut, on peut de nouveau rajouter une forme, etc., etc. Et repeindre, voilà, dans l'autre sens, pour remettre du blanc. Donc voilà, là, je le fais de manière, bien sûr, non adaptée, hein, mais c'est pour vous montrer à quel point maintenant, avec ce masque, on peut affiner notre sélection, ce qui n'était pas du tout possible avant tous ces apports, en fait. Donc j'ai juste effacé, voilà. Donc là, voilà, ça peut être aussi très pratique quand on a un ciel d'arrière-plan assez important. Donc on peut ici sélectionner le ciel pour ensuite, par exemple, baisser les hautes lumières, changer la couleur du ciel, etc. Donc ça permet vraiment de faire une sélection et une modification rapide. Auparavant, on pouvait faire aussi tout ça, mais on devait ouvrir d'abord la photo sur Photoshop et puis sélectionner le sujet et sélectionner le fond de manière séparée pour pouvoir travailler sur deux plans différents. Là, si vous voulez déjà travailler comme ça dès l'ouverture de la photo, c'est tout à fait possible. Donc c'est aussi un grand gain de temps. Et puis finalement ici, je ne vous ai pas montré encore le dégradé radial. Donc ça, c'est simplement ici une forme qui peut être plus ou moins ronde. Donc là, je vais monter exposition. Et je peux aussi rajouter de la température. Donc là, en l'occurrence, des jaunes. Et là, vous voyez, la tête de mon chien devient jaune aussi. Donc, à ce moment-là, je peux tout à fait soustraire avec ma forme pour enlever la sélection sur mon chien. Donc là, je le fais de manière grossière, mais vous aurez compris le principe. Et là, on voit comment ça a été appliqué. Si on veut inverser l'effet, donc là, par exemple, j'ai créé un nouveau masque dégradé radial. Et là, j'aimerais créer un vignettage qui soit adapté. Donc ici, je vais baisser mon exposition et je vais créer un cercle. C'est pas tout à fait rond, c'est plutôt allongé. Mais vous voyez ici que l'exposition, elle est diminuée en bas du cercle, enfin dans le set, au centre du cercle, pardon. Et je veux pas ça, je veux que moi, ça soit à l'inverse ici. Donc on va cliquer ici sur inverser la zone sélectionnée. Donc, voilà. Et donc maintenant, l'exposition plus basse va s'appliquer en bas. Donc là, de nouveau, si je veux un petit peu bouger mon cercle, je peux aussi. Je peux tout à fait aussi modifier la forme, l'ajuster. Et je peux aussi tout à fait ajouter d'autres effets, par exemple comme de la texture, la netteté. De nouveau, je peux ajouter de la couleur. Donc là, si je veux plutôt partir dans les bleus, par exemple. Voilà, donc on a encore toutes ces options qui sont possibles une fois qu'on a sélectionné ici. Texture, clarté, etc. Donc là, par exemple, si j'aimerais ajouter, imaginons, de la clarté ici pour faire ressortir mes rochers, je vais créer un nouveau masque de forme. Donc moi, je vais peindre ici sur mes rochers. Donc je vais monter la clarté. Voilà, comme ça on voit plus l'effet. Et puis je vais peindre là où j'aimerais en rajouter. Donc là, pour voir le avant-après. Pareil, si on veut faire
plutôt flouter l'arrière-plan. Donc là, en l'occurrence, je ne conseille pas forcément de le faire directement ici, mais d'abord de sélectionner le sujet de manière correcte, donc plutôt sur Photoshop, pour ensuite flouter l'arrière-plan, mais pour vous montrer. Donc là, on crée aussi par exemple une forme. Je vais zoomer sur ma photo. Donc là, si j'aimerais flouter ici tout ce grain qui est apparu, ce bruit, je vais aller ici, baisser la texture, baisser la clarté, augmenter la réduction du bruit. Et puis donc, je vais peindre mon arrière-plan. Et après, on va ajuster. On peut aussi faire de la correction du voile. Il faut tester. Voilà. Donc là, on peut faire, en fait, après, on peut peindre notre arrière-plan ici de manière manuelle. Mais ça va pas être très précis, en fait, pour ici le détourage du chien. Là, vous voyez, bon, en l'occurrence, j'ai passé dessus. Je vais juste enlever. Tac. Donc, le conseil que je vous donne, c'est vraiment, si vous voulez faire ça, c'est plutôt de le faire via ensuite Photoshop. Je vais vous montrer comment on fait ensuite. Ceux-ci, les trois, pardon, on va pas les utiliser. Donc là, en l'occurrence, je vais ouvrir ma photo sur Photoshop. Donc voilà, comme ça. Donc là, je n'ai appliqué aucun masque pour l'instant, parce que je vais d'abord détourer mon chien, je vous montrerai. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc voilà, j'ai ma photo ici. Et je vais vous montrer comment j'applique ensuite les effets caméra raw à partir de Photoshop. Donc déjà, je duplique ma photo. Et puis ici, je vais utiliser l'outil de sélection d'objets. Ou alors on peut directement cliquer sur sélectionner un sujet, ça va aussi. Donc Photoshop détecte le sujet. Et ensuite je clique sur sélectionner et masquer. Donc là, je vais utiliser l'amélioration du contour avec une épaisseur qui est reliée à la taille des poils de l'animal. Donc plus le poil va être long et comment on dirait, fluffy, épais, plutôt volatile, pas ras, plus on va utiliser une épaisseur qui est grande. Donc là, je fais rapidement le tour. Donc là, par exemple, pour les poils ici, je vais mettre une épaisseur plus grande. Puis là où c'est ras, je mets une épaisseur plus petite. Donc voilà. Donc là, je fais très rapidement, c'est juste pour vous montrer. Ensuite ici, nouveau calque avec masse de fusion. Je réactive le calque du dessous. Donc là, si je clique ici, voilà, on voit mon chien qui a été détouré avec les poils. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est que après, je vais aller travailler de nouveau sur Camera Raw depuis Photoshop. Je voulais vous montrer comment faire. Donc, on a notre calque d'arrière-plan ici. Et là, on a notre calque où c'est notre chien seulement qui est sélectionné. Même si on le voit tout, il n'y a que le chien, du coup, qui va avoir des effets applicables. Donc ce calque ici, en dessous d'arrière-plan, je vais le passer en objet dynamique. Vous voyez, il y a une petite icône qui s'est mise. Et je vais aller ensuite sous filtre, filtre caméra raw. Et ça va nous réouvrir le panel de tout à l'heure. Donc là, de nouveau, je vais pouvoir maintenant appliquer en fait mes effets sans que ça s'applique sur le chien. Donc par exemple ici, je vais prendre le dégradé linéaire pour ajouter quelque chose de plus sombre. Je vais baisser un peu la texture et la clarté parce que je vais apporter un peu de flou. Un effet plus vaporeux. Ensuite, je pourrais tout à fait créer un dégradé radial. Donc là, j'inverse. Voilà.
Donc là je le bouge. Ok. Et puis j'aimerais rajouter ici de la lumière qui vient depuis là. Donc de nouveau un dégradé radial. Là, je vais monter l'exposition. Le contour progressif, je vais l'augmenter également. Pour que ce soit pas trop tranché, hein, si je le mets en bas. Vous voyez ce que ça fait, hein, les bords, hein, ils sont beaucoup trop nets. Donc c'est là qu'on va jouer avec le contour progressif. Je vais le rendre un peu plus... Voilà, comme ça. Tac. Puis là, je vais rajouter un petit peu de couleur aussi. Donc là, on voit, ça s'applique sur mon chien, mais c'est pas grave, parce que quand je reviendrai sur Photoshop, il y a toujours le calque de mon chien qui est par-dessus. Si je veux, je peux aussi rajouter de la teinte, donc plus de couleur encore. Voilà. Et puis, donc, imaginons que je garde ma photo comme ça. Donc, quand je l'ouvre, l'effet va s'appliquer voilà, sur ce calque ici. Mais du coup, vu qu'il y a le calque de mon chien par-dessus, vous voyez, si je l'enlève, si je désactive. Voilà. Donc ça, du coup, tout ce que j'ai fait en arrière-plan ne s'est pas appliqué sur mon chien. Et puis donc, ici, pourquoi est-ce que je l'avais mis en calque dynamique? Parce que ça me permet ici, si je veux, de retourner en fait sur Camera Raw en double-cliquant et de retourner ici dans mes modifications avec mes masques. Donc je peux les retrouver ici. Si j'avais laissé la photo telle qu'elle, sans la mettre en objet dynamique, j'aurais pas pu retrouver ici ces modifications pour aller les rechanger si besoin. Et puis là, donc par exemple, si je veux modifier ici comme mon chien, je peux tout à fait aussi aller donc sur Camera Raw. Voilà, j'ai que mon chien qui apparaît. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je vais désaturer les bleus. Je vais augmenter la texture. Voilà. Donc ça, je fais vraiment à la va-vite. Mais c'est pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Donc la photo a été travaillée ici très grossièrement, mais c'est vraiment pour vous montrer comment on peut utiliser en fait ce panel, les nouveautés qu'il y a eu, et puis donc maintenant reste à vous amuser. Alors bien sûr, ça prend toujours du temps pour définir les réglages, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, chercher un petit peu les couleurs. Mais ensuite, vous pourrez aussi enregistrer vos paramètres prédéfinis et puis les réutiliser une prochaine fois. Donc ça, c'est aussi très utile. Donc là, en l'occurrence, pour les enregistrer pour une prochaine fois, pour que ça aille plus vite, vous pouvez en fait le faire depuis Lightroom ou Camera Raw. Donc c'est simplement en fait ici, si je retourne donc sur Camera Raw, vous allez ici et vous allez créer un paramètre prédéfini. Donc voilà, vous sélectionnez le profil couleur, réglage, etc. Vous sélectionnez ce que vous voulez garder ou non. Vous lui mettez un titre, par exemple, hiver, peu importe. Et vous cliquez sur OK. Comme ça, la prochaine fois que vous ouvrez une nouvelle photo qui est similaire, vous pouvez directement aller ici et puis lui appliquer un paramètre en cliquant simplement sur charger les paramètres. Donc ça, c'est hyper pratique. Il n'y aura plus qu'à faire quelques petites modifications d'ajustement selon l'autre photo, l'exposition, des choses comme ça. Mais en tout cas, tout ce qui est réglage de température, de colorimétrie, de clarté, etc., vous les retrouverez de manière similaire. Donc c'est vraiment un gros gain de temps. Ça, c'était la photo avant la retouche. Et puis la photo après ensuite avec une retouche. Donc vous voyez, avec une retouche très rapide, on peut déjà amener pas mal de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Donc c'est des choses qu'on avait de toute façon déjà vues sur mes vidéos, tous les outils et les réglages pour Photoshop, Camera Raw et Lightroom, les deux vidéos, hein, volume 1 et volume 2. Mais c'est vrai qu'avec toutes les nouveautés qui étaient mises en place sur Camera Raw et Lightroom, j'avais envie de vous refaire une petite vidéo de mise à jour pour qu'on voie en fait tous ces nouveaux panels et puis leur utilisation. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée et à tout bientôt.